En 2020, je fais un master de littérature et métier de l'écriture. Je suis jamais allé à l'école, j'avais besoin qu'on me signe un papier, tu sais écrire. Et là, je tombe sur une docteure en littérature qui me dit « j'ai pas d'idée ». Et là, je lui dis non. Alors là, par contre, non. On n'écrit pas avec des idées, on écrit avec une envie. Si on a une envie d'écrire, on écrira. Les idées, c'est ce qu'on a dans la tête. Les idées, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu au théâtre, ce qu'on a vu au cinéma, ce qu'on a imaginé. Et là, elle me dit non. Et je lui dis, écoute, dans 2 heures, je t'envoie 2 pages. Elle me dit, mais sur quel thème? Je lui dis, je ne sais pas. Tu te mets devant une machine, tu prends un stylo et tu écris. Et là, les choses viennent ou pas. Je te crois pas. Les 2 pages qui sont dans le tome 1 sont les 2 pages que je lui ai envoyées. Bonjour, donc aujourd'hui nous entrons dans la Fabrique des livres, dans les coulisses de la création de Bruno Gaccio, pour ce livre qui est le 2e volume des aventures de Bertrand Morillo, un enquêteur pas comme les autres. Les 2 livres déjà parus peuvent se lire indépendamment, mais c'est vrai que le personnage a une telle puissance qu'on a envie de se familiariser avec lui. Alors les lecteurs parfois se demandent quel est l'élément déclencheur de l'écriture d'un livre. Parfois, l'auteur part avec un concept formidable et il construit des personnages, des intrigues autour de ça. Quelquefois, il a un switch, ce qu'on appelle retournement de situation finale, et il prépare tout ce qui est en amont à partir de là. Et puis, quelquefois, c'est un personnage. Et alors là, quand on découvre cet enquêteur, Bertrand Morillo, on se dit, Bruno Gaccio n'a pu commencer que par la création de ce personnage. On a peut-être tort, d'ailleurs. Mais voilà comment parle un des personnages de Tour de Vis à propos de Bertrand. Bertrand, tu t'es mis une balle dans la bouche devant moi. Tu t'es raté. Tu en as pris 3 autres dans les jambes. Après avoir tué un préfet par erreur, t'es tombé sur la tête de 3 mètres de haut, t'as passé 27 jours dans le coma et t'es toujours là à dire des conneries et à ne pas vouloir aller chez le psy. Alors ça, là, c'est quand même un drôle de zigoto, ce personnage. Mais si on parle de la genèse du truc, ce personnage, il naît d'un pari presque. Alors je reviens, je vais essayer de rembobiner le truc pour que vos auditeurs comprennent ce qui se passe. En 2020, je fais un master de littérature et métier de l'écriture. Je suis jamais allé à l'école, j'avais besoin qu'on me signe un papier, tu sais écrire. J'ai écrit 15 bouquins, mais bon, je sais écrire. Vous en avez écrit bien plus, vous savez ce que c'est. Et là, je tombe sur un docteur en littérature, une docteure en littérature qui me dit « Je n'ai jamais écrit de livre ». Je lui dis « C'est pas pour enseigner la littérature, on n'a pas besoin d'avoir publié, c'est une technique ». Elle me dit « Ouais, mais j'ai pas d'idée ». Et là, je lui dis « Non, alors là, par contre, non, on n'écrit pas avec des idées ». « Comment ?» Je dis « On écrit avec une envie. Si on a une envie d'écrire, on écrira. Les idées, c'est ce qu'on a dans la tête. » Les idées, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu au théâtre, ce qu'on a vu au cinéma, ce qu'on a imaginé, les situations qu'on a vécues. Et parfois, on se dit, si ça avait été comme ça aurait été mieux. Et donc, on romance une vie qu'on a eue. Je dis, c'est ça les idées, en fait. C'est pas un truc qui tombe du ciel, tiens, j'ai une idée. Non, on l'a en nous. Donc, l'écrire, c'est une envie. Et là, elle me dit, non. Je dis, si, quand même. Non. Toi, par exemple, quand tu écris, tu as des idées. Je lui dis, je n'ai pas d'idée. Jamais. Et on s'engueule et je lui dis, écoute, dans 2 heures, je t'envoie 2 pages. Elle me dit, mais sur quel thème? Je n'en sais rien. Mais non, c'est pas possible. Je dis, je ne sais pas. Écrire, c'est écrire. Tu te mets devant une machine, tu prends un stylo et tu écris. Et là, les choses viennent ou pas. Si tu as envie, elles viennent. Je te crois pas. Les 2 pages qui sont dans le tome 1, qui s'appelle C'est quoi ce bordel, sont les 2 pages que je lui ai envoyées. Et elle commence par « Je viens de me tirer une balle dans la tête ». Je l'ai fait, vraiment. Littéralement, je me suis mis une balle dans la tête. Pourquoi je suis encore là? Parce que j'ai jamais eu de chance. Et de là, je commence à expliquer pourquoi ce mec avait une arme, donc il est flic, pourquoi il l'a fait devant ses collègues, parce qu'il voulait marquer, choquer. Et je ne dis pas pourquoi il est mal. Mais je dis, il est mal. Jusqu'où il est allé. C'est un de ses collègues qui l'empêche il a la balle comme ça, il lui enlève et la balle traverse. Et il dit, non seulement maintenant je suis toujours dépressif, mais en plus j'ai une sale gueule. Et donc il part dans la vie avec ça. Et elle me dit, les 2 pages, elle me dit, ah ouais, on voit bien les personnages, ouais, mais bon, c'est 2 pages. Je t'en envoie 2 demain. Et tous les jours, je lui ai envoyé 2 pages.
jusqu'au moment où on est bien obligé de se structurer pour dire où il va ce gars. Je ne peux pas écrire comme ça dans le vide. Donc je me suis structuré dans mon esprit et j'ai trouvé très rapidement une fin. Donc c'est ce que vous disiez au départ, on rembobine après. Et on finit par se disputer avec cette dame, et j'avais 80 pages. Et comme j'aime pas jeter, parce qu'il n'y a pas un auteur qui aime jeter, c'est pas vrai, on jette pas. Et on fait un truc, c'est qu'on relit nos notes très souvent. Tous les mois, on relit ce qu'on a qui traîne. Tu sais quoi, ça c'est marrant, tiens, je pourrais mettre ça. Et je me dis, mais c'était pas si mal. Et comme c'était dans un style que j'avais jamais pratiqué, le polar, enfin, c'est plus, je sais pas, du roman policier social, je sais pas comment on peut qualifier ça en fait. Je me suis dit, mon éditeur, qui est Les Liens qui libèrent au départ, ils publient pas ça, ils font pas ça. Donc comment je peux faire? Et je me suis dit, oh puis zut, moi ce que je veux, c'est que les gens lisent, c'est pas qu'ils achètent au départ. Donc je vais le publier sur Facebook. Et je dis la même chose. Alors j'ai une communauté de 35 000 personnes à peu près. Et je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on renouvelle l'expérience que j'ai faite avec cette professeure docteur en littérature? Et j'ai eu 29 000 réponses de gens qui disaient « Ouais, vas-y, t'es même pas cap. Quoi, tu vas nous donner un livre gratuit ?» Je dis d'abord, je vais l'écrire avec vous, parce qu'on va travailler ensemble. Comment ça? Alors, il y a des gens qui m'envoyaient des bouts. Je leur dis « Non, c'est pas ça, c'est moi qui écris, c'est pas vous. » Donc, au début, ça partait un peu dans tous les sens. Et je suis passé très vite de 29 000 lecteurs à 10 000. C'est tombé très rapidement. Mais 10 000 lecteurs quotidiens, c'est énorme. Moi, je ne me rendais pas compte de ça. Alors après, ça fluctue entre 5 et 10 000. Mais tous les jours, il y a des gens qui viennent. Tous les jours, il y a des gens qui laissent des commentaires. C'est toujours bienveillant. Les gens s'intéressent. Et là, je suis en train d'écrire le tome 4 que je vais commencer à publier à partir de la semaine prochaine. Sur Facebook? Sur Facebook, gratuit. Et là, Florent Massot, l'éditeur, m'appelle et il me dit « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» Je dis « Comment ?» Il dit « T'es en train de donner un livre. » Oui. Enfin, je publie des écrits, je fais comme un feuilleton, quoi. Et il me dit « Ouais. Tu sais que mon boulot, c'est de publier des livres. C'est un travail. » Je dis « Oui, je sais. Mais là, je fais une expérience. » Et donc, il me dit « Écoute, je participe, moi, à ton expérience. On fera le livre papier. On le sortira en tablette. Et, si tu veux, puisque c'est le principe de départ, je laisse une version PDF en accès libre sur mon site. » Je dis « Mais t'es éditeur ou t'as envie de jeter de l'argent par les fenêtres? T'en attends que ça? » Le mec a pas un rond. Il publie ça. Mais je trouve ça génial d'être suivi là-dedans. Tu vois, ça m'a conforté dans l'idée de faire lire les gens à travers du feuilleton. Voilà. Donc j'ai fait ça. Comme c'était le cas des très grands auteurs de la fin du 19e siècle et du début Dumas, du 20e. tout ça. Non, mais Gaston Leroux, tout ça, c'est des auteurs qui écrivaient de manière feuilletonnante. Les gens lisaient les aventures de leurs héros, Rouletabille ou autres, dans les journaux quotidiens. Et c'est renoué d'une certaine manière avec cette tradition-là. Mais quelle était la nature des interactions avec les membres de cette communauté qui intervenaient après avoir lu chaque chapitre ou les 2 pages que tu leur donnais à chaque fois? Oui, on se tutoie parce qu'on est sur YouTube. Oui. Ah oui, donc sur YouTube, on se tutoie. On se tutoie, mais donc on fait comme dans la vraie vie, en l'occurrence. Voilà, on va faire ça. D'accord. Et donc, moi, à la télévision, on me disait, il faut toujours vous voyez, mais oui, pour marquer une distance avec la personne. Oui. Et qu'on puisse inclure les gens qui regardent. Si on se tutoie, on a l'impression que c'est une conversation de copains. Absolument, mais sur YouTube, on est tous copains. Et là, comme nous, on se tutoie dans la vraie vie, on va le faire aussi à l'antenne. Mais donc, quelle était la nature des interactions avec les membres de cette communauté? Comment, donc, on a compris qu'ils accueillaient bien les textes qu'ils lisaient, mais est-ce qu'ils donnaient des idées, des recommandations, des pistes, des critiques? Comment est-ce que ça se passait? Comment s'établissait le dialogue? Alors, dans un premier temps, c'était des interrogations. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on a le droit de participer? Moi, le personnage, je le verrais comme ci, je le verrais comme ça. Et je leur ai expliqué que l'écriture collective, j'avais déjà pratiqué pendant presque 2 décennies au Guignol, et que dans l'écriture collective, il y a un dictateur. Et le dictateur, c'est celui qui met le mot « fin ». Quelle que soit l'activité de communication qu'on pratique, que ce soit du cinéma, du théâtre, de l'écriture, n'importe quoi,
à un moment, il faut que quelqu'un décide que c'est fini, le travail quand même. Et donc, c'est celui-là qu'on dit dictateur, dans le sens dictator romain. Et je leur ai dit, non, c'est moi qui vais faire. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Très honnêtement, leurs idées n'étaient pas top. Mais on a interagi différemment. Je leur ai dit, écoutez, j'ai pas de titre, évidemment. Je suis pas parti avec un titre dans la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme titre? Et j'avais fini 2 ou 3 chapitres par... La seule question que je me pose, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et donc, les gens m'ont envoyé, alors j'en ai reçu peut-être 400. 400 personnes ont répondu. Et donc, j'ai pris une feuille de papier et j'ai mis les titres et des petits barreaux, des petites barrettes à côté. Puis, j'ai fait une photo, puis je l'ai publiée en disant, bon, tout le monde est d'accord, ça va s'appeler c'est quoi ce bordel? Et après, on me dit, mais... Ah d'accord, bon, moi j'aurais pas appris celui-là, mais c'est un titre qui me va bien et tout, très bien, je suis content. Et la couverture, on met quoi? Je me dis, qu'est-ce que vous voulez mettre? Et là, on commence à travailler. Et là, j'ai un gars qui s'appelle Dubois, qui est extraordinaire, qui est graphiste, et qui m'envoie mais plein de possibilités. Et je lui dis, oh là là, on va se calmer. Alors, moi, je veux du noir et du jaune parce que ça me renvoie au livre de la série noire que lisait mon papa et les bouquins d'anticipation, tu sais, avec les trucs au rotring, là, les couvertures qui étaient magnifiques avec des vaisseaux spatiaux. C'était un truc extraordinaire. Et mon père a appris à lire là-dedans. Il m'en reste 185 à la maison de ces bouquins. Je les trouve fabuleux. Et je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas faire dans les codes noirs et jaunes? Donc, ils ont commencé à tous m'envoyer des photos de tombes, un village, un truc incroyable, quoi. Et on a choisi une photo et on a décidé que c'était celle-là, pareil, par vote. Sur Facebook, on a dit, c'est celle-là. Ah ok. Donc, Masso, de l'autre côté, en disant, mais tu sais qu'on a des graphistes, nous. Je dis, oui, on fait autre chose, là. C'est une autre expérience, un autre truc. Donc, on fait ça. La couverture sort. Et Masso dit, ok, ça sera ça. Et cette couverture, en fait, elle pouvait pas être mieux. Parce que c'est pas qu'un cerveau qui a travaillé. On a mis en commun plein de cerveaux. Et du coup, c'est quoi ce bordel? J'ai trouvé ça vachement bien, moi. J'ai dit, waouh! Et quand j'ai reçu le livre papier, je me disais, mais c'est pas possible que j'ai écrit ça, quoi. Parce que c'est écrit à la première personne, évidemment. Comme on feuilletonne, on est obligé de dire ce que vit le personnage. Le lecteur le découvre en même temps que le personnage, en fait. C'est pas un chapitre sur tel acte. C'est, comment on appelle ça? C'est les narrations circulaires. Oui. On part de plein d'endroits. Puis... Au choral, oui. Ouais, au choral, on revient au centre. Non, là, c'est tout droit. Il faut que ça aille tout droit. Puisqu'on a parlé de titres, le deuxième volume s'appelle Tour de Vis, V-I-C-E, parce qu'il y en a du vice là-dedans. Hein. Mais pour revenir à ce personnage, qu'est-ce qu'il y a de toi dans ce personnage? Parce que il y a quand même... je sais, l'auteur a toujours envie d'être extérieur à son personnage, mais là, c'est un gars qui a des opinions sur tout. Sur la SNCF, sur les bars, sur le bar de la SNCF, sur les sandwichs, sur la politique, sur la société. Donc, il a des opinions sur tout. Et puis, surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est les effets de langage. Alors, il trouve sans arrêt des formules qui sont drôles, qui sont... on se dit, mais comment... pourquoi moi, je ne trouve pas ce genre de formule tellement formidable? Parce que tu les cherches pas. Et puis, c'est un personnage... qui est, j'allais dire, je ne sais pas s'il est désespéré, mais en tout cas, il est à 2 doigts du cynisme, sans jamais sombrer complètement dans un cynisme qui le rendrait absolument antipathique. Et est-ce qu'il y a une part de toi là-dedans? C'est là, décrit comme ça, c'est complètement moi. Je suis déprimé par le monde qui m'entoure. Pas seulement parce que je le trouve crado, mais parce que j'ai pas les armes pour me battre contre. Et je suis un peu cynique, mais les Guignols, on a fait ça avec beaucoup de cynisme pendant 17 ans, mais on y ajoutait l'élégance de ne pas embêter les gens qui regardent et en essayant d'être drôle. Mais au départ, ça part d'un cynisme terrible. La World Company,
Il n'y a pas plus cynique que la World Company. Des gens qui disent, en gros, vous n'avez plus d'emploi ici, mais c'est pas grave. Grâce à vous, qui êtes de gauche, des petits-enfants chinois, vietnamiens, cambodgiens gagnent $1 par jour. C'est bien, non? Grâce à vous. Et grâce à ça, ils peuvent manger. Et grâce à ça, ils nourrissent leur famille. Bon, d'accord, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais c'est vous qui avez fait ça. Grâce à vous, des enfants mangent. Et ce cynisme-là, il n'est drôle que s'il passe à travers un Stallone qui dit des bêtises. Mon personnage, il y a beaucoup de moi là-dedans. Il y a beaucoup de moi dans l'autre personnage qui est Soumaya. Qui va, dans le tome 3, je crois qu'ils deviennent un peu plus proches. Non, j'en suis sûr même. Et, Soumaya, c'est ma violence et cette façon de l'exprimer crûment. Soumaya, elle met des tartes. Quand ça va pas, elle met une tarte. Ah oui, sans hésiter. Ah, aucune hésitation. Et quand Bertrand Morillo est choqué par ça, il dit, mais on peut pas faire ça. Enfin, c'est pas que... Elle dit, oui, ben regarde, on a gagné du temps. Et ces deux faces-là, c'est moi. Parfois, j'ai envie de mettre des tartes pour changer une situation, de dire, bon, ça suffit, stop. Et puis, il y a une partie de moi qui dit, non, bah, fais pas ça, ça se fait pas, on tape pas les gens. Alors, il m'est arrivé, malheureusement, de taper les gens. Je viens d'un quartier où c'était à Saint-Étienne, je viens d'un quartier plutôt populaire où la baffe dans la gueule est une communication acceptable entre adultes consentants du même âge. En gros, on tape pas les gens. Voilà, consentant. Ah oui, il faut être consentant. À un moment, si tu m'emmerdes, à un moment, tu peux en prendre une. Donc, si tu continues, c'est que tu consens à en prendre une. Donc, tu en prends une. Et puis, tu en reçois aussi. Hein. Petite cicatrice là sur l'œil, j'en ai reçu. Hein. Ce qui est drôle dans ce que tu racontes, parce que là, nous enregistrons cette émission et c'est la première année du deuxième mandat de Donald Trump qui a, ils ont licencié énormément d'employés de toutes les structures fédérales et beaucoup d'entreprises privées ont licencié aussi. Et donc, au moment même où nous nous parlons, il y a dans certains États des projets de loi rétablissant le travail des enfants. Oui. Donc voilà, les Guignols, c'était aussi un peu visionnaire. Quand on imagine le pire chez l'humain, on n'est jamais loin de la vérité. Alors justement, imaginons le pire chez l'être humain, yes. Parce qu'il y a le héros, donc, mais il y a aussi les anti-héros. Alors là, quelquefois, il y a un anti-héros, absolument horrible, détestable, mais là, il y en a toute une tripotée, et qui en gros, dans Tour de Vis, sont multipliés comme des petits pains par une espèce de miracle extraordinaire, miracle maléfique. Donc, quelle est l'importance des méchants dans cette histoire ? Ah bah, c'est les gens que je rencontre dans la vie, dans la vraie vie, les méchants. Non, c'est pas possible, ça. Ah bah si, il y en a plein. Il y a un flic qui le suit, que j'ai appelé Rémi. Rémi, c'est le con étalon. C'est-à-dire que c'est le gars il est gentil, mais il dit que des conneries. Et puis, il est un petit peu raciste, un petit peu violent, un petit peu trop français, en fait. Mais il a un côté malin, il devine. Il est capable de deviner ce qui arrive à Bertrand, en lui disant « Non, là, tu me mens. En fait, voilà ce qui t'arrive. » Et l'autre, il se dit « Bon, c'est pas vrai ce qu'il dit, mais si je le lui fais croire, il m'aide. » Et donc, il se fait aider. Dans ce bouquin, il bute des gens, mais... Oui. Avec une bagnole, avec un pare-buffle. Il est d'une violence. Mais il culpabilise jamais. Et en plus, il est ce qu'on appelait, avant que ce soit presque interdit, libertin. C'est-à-dire qu'il fréquente des clubs échangistes avec sa femme et il a des théories sur tout là-dedans. Et ça, c'est super plaisant parce que j'ai rencontré évidemment dans ma vie quelques échangistes et il y a des sorties, mais c'est super drôle, quoi. Oui, il y a une dimension... Une petite anecdote. Oui, s'il te plaît. J'ai rencontré quelqu'un qui s'est vexé, un homme, parce que dans une soirée libertine, quelqu'un ne voulait pas coucher avec sa femme. Il est allé voir, il dit, mais pourquoi tu ne veux pas ? Je dis, mais je ne sais pas, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? Je dis, mais non, mais il n'y a rien, quoi. Et c'est super gênant parce que c'est de la jalousie à l'envers. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, quand on a
c'est ça une idée, en fait. C'est quand on a ça dans la tête, c'est comment je vais faire pour que Rémi ou Bertrand ou Soumaya fassent, se servent de ce truc-là. Comment eux peuvent s'en servir. Et Soumaya, elle s'en sert. Elle se sert même de MeToo à un moment. Oui. Parce qu'il y a des... Je crois que c'est c'est dans le premier tome. C'est dans le premier tome où il y a des Russes dedans qui ils disent faut que tu ailles à Naufle-le-Château, je sais pas quoi. Et puis Bertrand leur dit ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à foutre avec tout leur argent que d'acheter des yachts et de partouzer à Bruxelles. Et l'autre il dit oui, mais il faut qu'on aille à Bruxelles. Et il dit non, on n'ira pas là-bas. Et Soumaya lui dit oh, excuse-moi, mais moi peut-être que ça m'intéresse d'aller partouzer à Bruxelles. Tu m'as pas demandé mon avis. Il dit ça t'intéresse? Il dit non, c'est pas le sujet que ça m'intéresse ou pas, c'est que tu me demandes mon avis, le sujet. Et ce truc-là est c'est très moderne, ça, en fait. C'est juste demander son avis, demander un consentement. Donc voilà, il y a de tout là-dedans. Ouais. Je vous propose une courte pause. Merci aux auteurs qui, ici, nous donnent à explorer leur univers professionnel le plus intime. Si vous cherchez des outils pour écrire, vous aussi, j'ai une proposition à vous faire. Une lettre d'information, une newsletter, comme on ne devrait pas le dire, gratuite, dans laquelle je partage avec vous chaque semaine des conseils d'écriture, des méthodes, des exercices, des idées pour vous aider à bâtir un roman solide. Vous pouvez vous y inscrire via le lien sous cet épisode. Comment fais-tu pour que ce personnage, Bertrand Morillo, avec les côtés négatifs qu'on a évoqués, mais comment fais-tu pour que le lecteur ait quand même envie qu'il s'en sorte, même dans les pires moments, quand il a la corde au cou? Ceux qui liront le livre comprendront cette allusion. Mais en tout cas, on a envie qu'il s'en sorte, alors que c'est un personnage qui est sombre. Parce que sombre, ça ne veut pas dire négatif, forcément. Sombre, c'est je vois le monde, je ne peux pas le changer, j'aimerais le changer, je ne vois pas comment, je ne sais pas par quel bout attraper les choses, donc tout ça met du noir partout. Et puis, il faut bien trouver de la lumière, et la lumière, généralement, les gens très sombres la trouvent dans l'humour, parce qu'il n'y a pas d'autre réaction possible, positive, que de rire, et quand on ne peut plus rire, c'est le désespoir complet. Lui, il a quand même un moment, il sait qu'il va mourir, il connaît la date, il connaît l'heure précise à laquelle il va mourir dans ce tome. Et à un moment, il dit, écoute, tant pis, je lâche. Et là, il commence à réfléchir à ce qui se passe. Dans le premier tome, par exemple, il est dans le coma. Et il passe, il y a 20 pages où il est dans le coma, où il voit Dieu. Et son Dieu à lui, c'est une petite fille de 8 ans qui le tourmente et qui lui dit des choses, mais infectes. Et il dit, mais t'es une petite fille, tais-toi. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Et au bout d'un moment, il se dit, mais non, en fait, je suis en train de l'inventer, cette petite fille. Elle est que dans ma tête. Donc, il faut que je revienne sur Terre, il faut que je sorte de ce coma. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans le coma? Il n'y a rien de mieux que d'être dans le coma. Et quand j'ai écrit ça, je pensais au monde dans lequel on est. On est quand même quelques milliards sur la planète à être dans le coma. On n'a pas envie de sortir de là où on est. On est bien. Il ne faut pas que les choses nous impactent. Et c'est ces réflexions-là qui font que ça tient 300 pages. Sinon, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, donc, le personnage de Bertrand Morillo, à un moment, dit que les humains manquent d'eau potable, que les insectes disparaissent, que les oiseaux crèvent, que ça se réchauffe et qu'on en meurt tous à petit feu. Je le constate et ça me va. Parce qu'au fond, la planète ne mérite plus l'espèce humaine. Laissons la place aux méduses et bon vent aux cailloux et aux arbres qui resteront debout. Mais là, aussitôt, ce personnage qui vient de dire ça, qui vient d'énoncer cette pensée qui est très sombre, mais il est en train de discuter avec quelqu'un. Et là, oui, je pense ça, mais il y a des nuances dans l'arbitraire. Et en fait, on découvre qu'il disait ça pour prendre son interlocutrice à son propre jeu. Donc il y a toujours cette espèce d'alternance entre des choses horribles et puis des choses qui, quand même, font qu'on se reconnaît un peu quand on va trop loin dans nos penchants négatifs et qu'on se retient à la rambarde au dernier moment. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ce personnage, non? Oui, il y a de ça, parce qu'on ne peut pas être... Je connais des gens qui sont résolument négatifs. C'est insupportable, j'ai pas envie de passer du temps avec eux. Je connais des gens qui sont, mais alors, totalement positifs tout le temps. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? C'est lui qui dit, viens, on va faire un volet.
Allez, viens, on va là, on fait ci, on fait... Non mais calme-toi René, ça va aller, pose-toi, prends un livre, fais autre chose. Non, il faut toujours qu'ils aient une activité. Je les soupçonne d'être d'une tristesse profonde. Il faut toujours qu'ils s'occupent. Ils ne peuvent pas regarder une colonie de fourmis qui passe. Il n'y a rien de plus bête qu'une colonie de fourmis. Je sais, Werber, quand il écrit que les fourmis, c'est super intelligent, c'est con une fourmi. Moi, j'en ai chez moi, je leur fais faire des circuits. Parfois, je leur fais faire 10 mètres de détour pour aller dans leur fourmilière. Elles le font. Elles ne coupent pas. Elles suivent un circuit super long, alors que si elles coupaient, elles auraient 1 mètre à faire. Eh ben non, elles en font 10, donc elles ne sont pas si malignes que ça. Mais ça prouve qu'elles communiquent, parce que les phéromones, tac, elles laissent des traces et elles font le tour. Elles ne dérogent pas, elles suivent le chemin. Les humains font pareil. Qui prend un raccourci vers le bonheur? Prends pas ça. Non, là, j'ai un malheur, mais je le connais. Donc, c'est moins grave que si je vais là, je connais pas. Et Morillo, il met ça en exergue quand il parle à des gens. Il leur dit, OK, les prochains sur la planète, c'est les méduses. C'est vrai, hein. Les prochains occupants de la planète, c'est les méduses. Ça peut pas être autre chose. Tu as enquêté là-dessus? Ouais, bien sûr, ouais. Il y a que ça. Ça et les cafards. Sur Terre, c'est les cafards qui peuvent résister à peu près n'importe quoi, sauf des très, 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 très hautes températures. Et les méduses, dans la mer, elles vont proliférer, il y en aura partout. Alors c'est un livre aussi où ce sont des livres dans lesquels on sent les quelques révoltes, les colères de l'auteur, même si quelquefois c'est dans les répliques de certains personnages. Mais voilà, je cite, il y en a plein comme ça, mais au hasard, un personnage qui dit, et on se dit c'est lui là qui parle, on a pris le train en marche, si je peux dire ça comme ça, quand on a su que ces attaques étaient crapuleuses. Juste une parenthèse, il y a un truc formidable dans l'intrigue de ce livre, c'est cette histoire de SNCF avec des attaques supposément terroristes contre des TGV. Mais bon, ça, il faut vraiment le découvrir dans le livre. Mais le personnage continue de parler. Quand on a su que ces attaques étaient crapuleuses, on a fourni les coupables. Pourquoi? C'est là que je veux en venir. Pourquoi? Parce que sinon, autant dire directement à la population qu'elle vit dans un monde pourri par l'argent, le mensonge et la corruption, et que personne n'y peut rien. On est en démocratie, je vous rappelle, et c'est bien que la population le sache. Enfin, voilà, il y a souvent des moments comme ça où on se dit, c'est le côté dénonciateur qu'il y avait aussi sous l'humour, et j'ose le dire, un peu de tendresse dans les Guignols. Il y avait cynisme, humour et tendresse aussi. Et là, il y a ce côté dénonciateur et un peu révolté de l'auteur. Oui, ça c'est vrai, ouais. Il y a ce côté... Dans les Guignols, on avait... il faut avoir de la tendresse pour caricaturer quelqu'un. Pas obligé qu'on en ait beaucoup, 5% de tendresse suffit. Mais il faut en avoir un petit peu. Chirac n'était pas notre candidat, les auteurs des Guignols, mais on avait une immense tendresse pour lui. Et je l'ai écrit, et je peux le dire publiquement, j'ai eu de la peine quand il est mort. J'ai ressenti comme si c'était un membre de ma famille, parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai passé 17 ans à observer au quotidien. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le connaissais super bien. Et j'ai eu de la peine, voilà. Et en 2007, quand j'ai arrêté les Guignols, on savait que c'est Sarkozy qui allait devenir président, et je n'ai aucune sympathie pour Sarkozy. J'arrive pas à avoir de la sympathie pour lui. Alors, c'est très arbitraire, hein. Sa politique, c'est pas le seul à faire ce genre de politique, ça, c'est pas ce qui me gêne le plus. Mais j'ai une antipathie pour sa voix, pour son physique, c'est complètement arbitraire, hein, et pour sa façon de communiquer. Tous les trucs, ces racailles, vous en avez marre, vous vous en débarrassez, on va nettoyer au Karcher, rouler les mécaniques, et ben là, casse-toi, pauvre con. Ça, c'est moi qui dois faire ça. Dans mon quartier, on parlait comme ça. T'es pas content, viens. Mais pas quand on est président de la République. Et je pensais, alors, qui suis-je pour le penser? Mais je le pensais quand même, il n'a pas la stature. Le costard est trop grand pour lui. Comme il a été trop grand pour Hollande, et comme il est trop grand pour Macron. C'est des choses que j'ai dans ma tête. C'est des opinions. J'ai le droit de les exprimer. Mais je ne peux rien changer à ça. Comment je change le président de la République actuelle? Comment j'aurais pu changer Hollande? Comment j'aurais pu changer ça? Je ne peux pas.
comment changer ce qu'ils sont et ce qu'ils disent? Je peux pas. Alors l'écrire, ça ne le change pas, mais ça le partage. Est-ce que ça défoule? Ah bah déjà, ça défoule, oui. On est quelques-uns dans l'écriture à se défouler. Hein. Mais les réactions que j'ai sur Facebook, beaucoup de gens... Alors, chaque jour, c'est 150, 200 réactions. C'est moins que le lecteur, mais je trouve que c'est quand même beaucoup. Et donc, je les lis toutes, on se parle et je réponds à certains, pas à tous, pas à chaque fois. Mais ils sont d'accord et ils me disent souvent « Ah, ça fait du bien. Ah, quand Morillo il dit ça, c'est exactement ce que je pense. » Je dis « Ben oui, parce que c'est ce que tu penses, c'est ce que je pense, c'est ce que pensent plein de gens. Et Morillo peut l'exprimer. Et en plus, il a la légitimité puisqu'il est flic. Donc il est dans la marmite, lui. Donc de temps en temps, il lève le couvercle et puis il dit venez voir ce qu'il y a dans la marmite. Et là, il referme vite en disant oh là là, si je ne ferme pas le couvercle, tout le monde va voir ce qu'il y a dedans et la société s'écroule. Si on voit ce qu'il y a dans la marmite, la société s'écroule. Il ne faut pas aller en cuisine en général, dans un restaurant. Il ne faut pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que je vais publier encore sur Facebook le tome 4 parce que ça me manque. Là, j'avais du mal. Je crois qu'on en avait déjà parlé. On s'est rencontrés dans un salon du livre. J'avais parlé déjà de ça. Les événements me pèsent. Mais alors, est-ce que le polar, tel que tu le conçois maintenant, est devenu, justement parce que tu peux exprimer tes opinions à travers le langage des personnages, une sorte de substitut au Guignol? Très indirect, mais malgré tout. Ben, tu as raison. Je n'ai pas pensé à ça comme ça, mais oui. En fait, s'exprimer, c'est s'exprimer. Tu t'exprimes, tu t'exprimes. Si tu n'as pas la possibilité, parce que tu n'as pas envie d'écrire, que tu n'as pas la chance de parler dans un micro avec une caméra qui te filme et des gens qui regardent, si dans ton cercle intime, tu as que 3 personnes à qui tu répètes les mêmes choses tous les jours et qui disent « Et tonton René commence à nous gonfler quand même. » Si tu n'as pas ça, tu t'exprimes pas. Et quand tu as la possibilité de le faire, tu cherches la voie qui va te permettre de le faire. Et effectivement, écrire du polar maintenant, c'est une façon de prolonger les guignols, de donner les opinions, d'aussi peaufiner parfois des formules, quoi. Essayer de trouver des choses un peu agréables à lire, quoi, que ce soit pas abrupt, que ce soit pas trop démonstratif, quoi, que je puisse me lâcher. Il y a des chapitres, je crois, où l'intrigue, ça n'existe pas trop. Il y a 5-6 pages où c'est juste un peu un petit délire, on rigole, quoi. Et oui, c'est un peu, c'est un substitut. Mais ce qui est en moi, contrairement à ce que disait cette docteure en littérature qui n'avait pas d'idée, ce qui est en moi, c'est l'envie d'écrire, l'envie de dire, l'envie de partager des choses avec des gens. Alors parfois c'est réussi, parfois c'est raté. On a des expériences foireuses tous. Hein. Quand on a fait des choses qui n'ont pas marché, on recommence, on fait autre chose. Et quand ça fonctionne, je pense qu'il faut avoir l'élégance de continuer. Ils n'ont pas été des milliers à me demander de faire le tome 4. Hein. Mais je reçois tous les jours des petits messages sur Facebook pour me dire « alors, où il est, Morillo? Qu'est-ce qu'il fait ?» Là, j'ai du mal. Donc, je leur ai expliqué que j'avais du mal à écrire. Ils ont compris ça. En disant, mais nous aussi, ça nous pèse. Et puis, il y a des gens qui écrivent pour justement s'éloigner de ça, se libérer de ça. Moi, je ne peux pas. Si j'écris, tout ce que j'ai dans la tête, ça va se retrouver sur le papier, à un moment, sous une forme ou sous une autre. Hein, mais ça va se retrouver sur le papier. Et ce que j'ai dans la tête aujourd'hui, c'est pas joli, quoi. J'ai de la peur, j'ai de l'angoisse, j'ai de la violence, j'ai du dégoût. C'est compliqué d'y aller. Alors, il y a des gens qui trouvent la paix dans le militantisme, en se disant je fais ça, je vais coller des affiches, je participe. Ça les soulage de ce qu'ils sont, c'est une soupape. Moi, j'ai du mal à militer, j'ai du mal. Alors, je vais dans des manifs, hein, quand c'est des copains, j'y vais. Bon. Mais j'ai du mal. C'est pas moi. Mais alors, ce que tu décris là, c'est très juste, on le comprend. Mais un lecteur qui entend ça, il se dit je vais passer un mauvais moment. Or, tu as dit avant ça, il faut que ce soit agréable à lire.
et c'est super agréable à lire. Ah, merci. Et donc, il y a vraiment une espèce d'équilibre un peu miraculeux. Parce que quand on parle des états d'âme que tu viens d'exprimer, quand on parle d'un personnage principal qui est cynique et un peu désespéré, et qu'il faut que ce soit agréable à lire, il y a quand même une prouesse. Et là, on sent encore... Le talent, monsieur, le talent. Non, mais là, tu vas me trouver obsédé par ça. Mais là, je trouve qu'il y a aussi une continuité avec les Guignols parce qu'il y a un sens de la formule. Il y a des phrases, on les relit 3 fois en se disant, mais on a envie de se bidonner, quoi. C'est tellement drôle. Et voilà, donc on est dans un climat très contrasté, comme diraient les spécialistes de la météo. Donc il y a plein de nuages, mais il y a quand même énormément de plaisir de lire, des éclats de soleil un petit peu partout. Et ce sens de la formule, alors on voit bien d'où il débarque, d'où il vient, ce sens de la formule. Il vient d'où ? Il vient justement des Guignols, de l'humour, de cette formation-là. Et ça change quand même, comme on dit maintenant, l'expérience de lecture de tes livres. Merci, déjà. Je te parlais tout à l'heure d'élégance. Je ne suis pas le type le plus élégant du monde. Je peux être insultant, je peux être méchant, je peux être... mais quand j'écris, c'est exactement ce que tu dis. Quelqu'un qui va recevoir toute cette noirceur, ça s'appelle des romans noirs, au départ. Je ne peux pas la lui livrer comme ça. Sinon, c'est juste... il faut juste que j'aille voir un psy. Si j'en parle à mon psy, je lui dis, écoute, voilà ce que je vois. Et je vais le déprimer, je suis sûr que je vais le déprimer. Il va falloir qu'il aille faire un contrôle très rapidement, je vais le déprimer. Ou il va dormir. Ça a le droit de dormir, un psy ? Normalement, non. Non, il n'a pas le droit, mais le patient ne le sait pas, puisque le psy ne... Non, il y a des face-à-face. Si on est en face-à-face et que le psy il est en face, comme ça, on lui parle. Faute professionnelle, dehors. Ah oui, moi, je ne discute pas. Et donc, cette noirceur-là, je pense avoir l'élégance de la livrer avec légèreté. Qu'est-ce qu'on faisait au Guignol ? D'autres. On livrait des choses terribles avec une espèce de légèreté. Et on était aidé par la caricature de la marionnette. On était aidé par la voix. On était aidé par la manipulation. On était aidé parfois par la réalisation, mais c'est plus simple. Je ne dis pas ça pour les gens qui réalisent. Mais les manipulateurs donnaient vie à la caricature physique d'un personnage. Nous, on essayait de donner vie à la caricature psychologique de ce personnage. Les voix, ils donnaient une caricature vocale. Stallone n'a jamais parlé comme il parle. Il n'a jamais fait beurre. Quand on lui disait bonjour, il ne répondait pas beurre. Il ne faisait pas ça. Et même la voix de Stallone, le doublage français, il s'appelait Dorval, monsieur Dorval, oui, qui est le papa d'Aurore Berger. Non. Tiens, c'est le papa d'Aurore Berger. Ah, comme quoi les chiens font des chats parfois. Et Dorval, il a été essayé au Guignol. Mais comme il avait la voix de Stallone des films, ça ne fonctionnait pas, il fallait une caricature. Donc, l'imitation de la voix française a donné ce truc génial que faisait Yves Lecoq. C'était génial, le beurre, quand tu dis bonjour, beurre, ouais, beurre aussi, ouais. Et je trouvais ça super rigolo, moi, de faire ça. Mais ce personnage allait dire des choses extrêmement noires. J'adorais dialoguer Stallone, j'adorais dialoguer Tapi, qui était un cynique complet. J'adorais dialoguer ces gens-là. Et là, effectivement, Monrio, je peux me permettre de lui mettre dans la bouche, même s'il n'a pas l'âge du personnage, en fait. Il a 39 ans, normalement, il devrait parler de façon un peu différente. Ce sont ses réflexions qui sont fleuries et imagées. Lui, quand il parle assez normalement. Il ne fait pas des formules exprès. Dans la vie, on ne fait pas de formules. Ou peu. Enfin, en tout cas, on en fait peu. Donc oui, tu as raison, c'est une continuité. Merde, j'avais pas vu ça. En t'écoutant, on a du mal à savoir quelle est la part du plaisir d'écrire, de la douleur d'écrire, du boulot qu'il faut se taper d'une certaine manière. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur
comment est-ce que tu écris? Quels sont tes rituels? Est-ce que tu te lèves à 4 heures du matin comme Bernard Werber ou d'autres auteurs? Est-ce que tu as des horaires fixes? Est-ce que tu travailles chez toi, dans ta cuisine, dans des bistrots, loin de la France, en Grèce par exemple? Ouais. Comment ça marche? Alors, je me lève à 4 heures du matin, effectivement, presque tous les jours, mais c'est la prostate. C'est pas du tout le truc. Ben oui, mais j'ai 66 piges et puis voilà, il faut que j'aille faire pipi la nuit. Voilà. Je suis désolé pour les gens qui me regardent, je suis vraiment embêté. Mais voilà, c'est assez intime. Hein. Peut-être un peu trop, enlevez-moi ça. Et non, gardez-le. Enlevez-le. Je sais faire ce que vous voulez après tout, si vous voulez pas. En fait, je me lève quand j'ai plus sommeil. C'est pour moi le luxe absolu. C'est ce que je cherchais depuis l'âge de 15 ans et demi, quand je suis allé travailler dans une imprimerie et où je me levais à 6 heures du matin pour pouvoir prendre mon petit déjeuner et embaucher à 7h30 à 15 km de Saint-Étienne, où j'allais avec une mobilette qui était un Chiao. Ça, c'était un Chiao. Je ne sais pas si ça existe encore. J'avais froid, j'étais mal et je voulais rester au lit. Et en fait, mon obsession toute ma vie a été de ne pas me lever avec un réveil. Je veux me lever quand je n'ai plus sommeil. Donc là, ça dépend. Le matin, si je me lève à 4 heures, je me fais un thé et puis je relis ce que j'ai fait le soir. Je relis, je corrige, je finis l'écriture et je poste tout de suite. Je poste vers entre 8 et 9 heures du matin. Donc, il faut que je me lève un peu tôt pour poster. Mais je me réveille généralement tôt. Et si je ne me réveille pas, je poste à midi. Je m'en fous. Personne. Qui va me dire quoi? Il y a des gens qui écrivent me disant « Ouais, j'ai pas eu mon truc parce que d'habitude, je le lis en allant au travail. » Et je dis « Ben oui, mais je me suis pas levé ce matin. » Et qui va me dire quoi? Donc, j'ai pas vraiment de rituel. J'ai besoin d'une seule chose, c'est d'avoir du temps devant moi. Je peux pas écrire en me disant « Dans 2 heures, j'ai un rendez-vous. » Parce que si ça se trouve, le tagada, ce que Cavana appelait le tagada, je trouve que c'est une phrase extraordinaire. C'est un terme extraordinaire. Lui, il disait, quand je commence à écrire, me vient le tagada. Et les phrases s'enchaînent. Tout vient à la tête, tout s'éclaire. Les mots se mettent en phrases dans ta tête et arrivent dans tes mains et vont sur ton ordinateur presque tout seul. C'est ça le tagada. Et tu t'arrêtes pas. 2 pages, 3 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages. Après, il faut relire et couper. Hein. Mais ça vient, ça sort, ça vient. Waouh! Et quand je trouve ça, je peux passer 6-7 heures de suite. Je m'en rends pas compte. Il y a des gens qui passent, qui me parlent, je les entends pas. Ma femme me dit ça. Tu m'as pas répondu pour le truc. Non? Je t'ai même pas entendu. T'es passé quand? Non, c'est rien. Elle sait. Elle sait. Donc du coup, c'est plutôt bien d'avoir quelqu'un qui sait. Mais donc ça se passe comme ça. L'été, en Grèce, il fait très très chaud. On se fait des canicules à 45, 48 au soleil. C'est vraiment dur, lourd. Et je m'enferme, je ferme les volets, tout ça, je mets ma petite lampe et je travaille au frais, généralement l'après-midi. Je ne vais pas aller me mettre au soleil l'après-midi. Il faut être touriste pour faire ça, quoi. Il y a que les touristes pour faire ça et aimer les cigales. Putain, ça saoule. Enfin bref. Et dans ces cas-là, j'ai besoin de temps. Il me faut 5, 6, 7, 8 heures devant moi. Parce que si jamais le tagada vient et que c'est un gros tagada, alors là, il faut... Mais on avait un dîner, je m'en fous de ton dîner. Et elle comprend ça. Si elle me dit, mais on doit y aller, je dis, prends la bagnole, je vous rejoindrai. Elle comprend ça. Pas besoin de stimulants, du thé, du café ou des musiques ou des éléments. Non, je travaille pas en musique. Café, non. Non, j'ai que ma clope électronique et une gourde d'eau. Je bois de l'eau. Parfois du thé à l'intérieur. Je mets les restes, en fait, du thé. Les gens qui aiment le thé, les puristes du thé doivent me détester s'ils apprennent ça. C'est-à-dire que je peux mélanger un Earl Grey avec un thé à la framboise, un breakfast tea. Je mélange tout. C'est un cocktail, ça s'appelle un cocktail. Je mélange tout. Et puis je bois ça la journée. De temps en temps, je fais dégueulasse, ce que c'est que ce machin. Il y a quelque chose qui m'intrigue pour quelqu'un qui pratique l'art du feuilleton, d'une certaine manière. C'est le processus de correction. Donc, tu as déjà partiellement répondu à cette question.
en disant que quand tu te mets au travail, tu relis ce que tu as écrit la veille, etc. Mais est-ce qu'il y a un travail de correction générale, une fois que le livre est fini, qu'il va être livré cette fois non plus au lecteur quotidien, mais à un éditeur? Est-ce qu'il t'arrive de restructurer parce que normalement, un feuilletoniste, il a déjà un livre abouti dans une espèce de jaillissement, de spontanéité, jour après jour. Comment se passe, pour ce qui te concerne, ce travail a posteriori? Eh bien, il n'y en a pas. Je crois que j'ai dû corriger 3 phrases sur Tour de Vis. J'ai corrigé 3 phrases. Tour de Vis, j'ai une chose que j'ai oubliée, c'est que j'ai demandé aux lecteurs sur Facebook, je leur disais, je vais prendre chaque jour le 15e commentaire. Le 15e commentaire, laissez une phrase dans le 15e commentaire que vous voudriez voir inclus dans le feuilleton du jour. Ah bon? Et donc, quand il n'y avait pas de phrase, je disais, il n'y a pas de phrase au numéro 15, tant mieux pour moi, je n'ai pas essayé d'inclure votre saloperie. Voilà, bien fait. Et puis, il y avait des phrases géniales. Il y avait des phrases qui étaient fabuleuses. Et ma femme a essayé, elle me dit, pourquoi tu mets jamais mes phrases? Je dis, parce que tu n'es pas la 15e. Il fallait que ce soit le 15e commentaire. Et dans celui-là, il doit y en avoir 8 ou 10 phrases qui viennent des lecteurs. Et je faisais ça pour leur dire, on est en train de vivre un vrai truc. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire j'ai déjà écrit un livre et je vais vous le vendre en feuilleton. Je n'ai pas écrit un livre, j'ai une idée. J'essaye d'avoir 3-4 jours d'avance sur vous parce qu'il ne faut pas déconner, parce qu'on peut avoir des pannes énormes. J'ai 4-5 jours d'avance maximum. Et pour vous le prouver, donnez-moi une phrase à inclure. Et je l'inclurai. Et j'ai réussi à inclure des phrases tous les jours. Alors parfois, c'était super facile. Il y en a une sur on met les tabourets sur les tables. On ferme, on met les tabourets sur les tables et on ferme. Je sais pas. Et quelqu'un m'envoie ça. Je me dis, bon, comment je vais inclure ça? Ça parle quand même de restauration. Et je suis... là, je crois qu'à l'époque, ils étaient au Botswana. Ça commence au Botswana. Je dis, comment je vais faire ça? Et j'étais obligé d'inventer la pensée de quelqu'un qui dit, en fait, c'est dans un restaurant, quand on en a marre, on met les tabourets sur les tables, on ferme. Voilà, c'est la phrase traditionnelle. Eh ben, Morillo, il a fait pareil. Voilà. Et à chaque fois, j'ai réussi à trouver le moyen de l'inclure. Oui, il y a quelque chose de très ludique là-dedans. Ouais. Mais parce que on peut pas dire aux gens, on va vivre une expérience collective d'une certaine façon. Vous allez venir tous les jours lire et pas les inclure. Si c'est juste des lecteurs, j'écrirais des livres, Massot les publie, je les vendrais pas, et puis personne les lirait. Alors que là, j'ai quand même, je pense qu'en moyenne, je pense pas me tromper en disant entre 8 et 10 000 lecteurs quotidiens. C'est quand même énorme. C'est formidable. Par contre, en vente, on est un petit peu moyen parce que, 1, ils l'ont déjà lu, 2, c'est cher les livres, 3, c'est pas quelque chose qu'on fait. Je crois que les téléchargements sur les tablettes, c'est mieux. Les gens plus facilement là-dessus. Et comme m'a dit Massot, par contre, le prix Goncourt, on l'explose en téléchargement gratuit. Il a laissé 1 euro de temps en temps à Massot. C'est lui qui... C'est important, les éditeurs. C'est important, bon sang. C'est incroyable. Est-ce que tu te sens bien dans le registre du roman noir? Parce qu'effectivement, c'est un roman noir dans le vrai sens du terme, et du polar, pour ne pas envisager, un jour ou l'autre, de passer à d'autres types d'écriture. Alors, c'est une question permanente. La première fois, le premier tome, ça s'est venu assez vite, c'était assez rapide. Le deuxième, j'ai déjà fait 1, donc le 2 peut être raté. Le 3, je me suis dit, waouh, comment on fait? Est-ce que je fais une continuité ou est-ce que j'ai commencé à y réfléchir. Mais dans l'écriture, il y a une sorte de confort. Je me suis installé dans un confort d'écriture et je vais assez vite, en fait. J'écris assez vite. Et, je ne devrais pas le dire comme ça, mais parfois je jubile à écrire. Il y a quelque chose de jubilatoire. Seuls les gens qui écrivent, tu le sais, quand tu trouves le tagada, justement, quand ce que tu écris t'apparaît évident, parce qu'il faut que ça apparaisse évident surtout au lecteur, mais quand ça t'apparaît évident, mais c'est jubilatoire. On n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'a pas chaud, on n'a pas froid. Ce qui se passe, il n'y a plus rien qui se passe d'autre que l'écriture. Et donc, sur ce type d'écriture, de roman, moi, c'est presque un confort. Et j'ai imaginé ce que je pourrais faire pour après. Oui. Et alors? Je cherche encore. Mais j'ai envie.
Et je me dis, putain, tu vieillis, pourquoi t'as pas fait ça avant? Mais le fait de vieillir, c'est juste qu'on a moins de temps pour écrire. Donc, c'est pour ça qu'on écrit plus vite. C'est pour ça qu'à un moment... Il y a une chose qui me frappe, c'est que très jeune, tu étais apprenti typographe Ouais. dans une imprimerie. Et je me suis demandé, mais quel effet est-ce que ça m'aurait fait d'être apprenti typographe? J'adore la typographie. Je trouve que les typographes, en général, sont des gens qui ont un esprit d'une précision extrême, qui ont une espèce de logique magnifique. Enfin, j'admire beaucoup les typographes et je suis fan de typographie. Et je me suis demandé, mais donc tu avais quel âge à peu près à cette époque? 15 ans et demi. J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Est-ce que ça peut imprégner un esprit au point de créer entre lui et la chose écrite déjà une espèce d'intimité? Ça change tout. Ça change tout. Raconte. Donc je vais pas... L'école, j'aime pas ça. Incompatibilité caractérielle avec le corps enseignant, j'y arrive pas. Je suis pas idiot. J'ai 18 en maths un jour parce que j'applique une formule. Et il me dit, oui, mais non. Mais je dis, mais... en fait, vous me demandez de résoudre une équation. Je vais prendre la formule, je vais la lire, je vais appliquer la formule et je vais gagner. Il me dit, oui, mais il faut que tu saches la formule. Je dis, ça n'a aucun intérêt de la savoir. Et j'étais précurseur parce qu'aujourd'hui, plus personne ne sait rien, ni aucune formule. On va sur Google, on demande la formule, on a la réponse. Donc, le mec intelligent, c'est celui qui a créé Google. C'était pas mon prof de maths. Et je lisais pas. Et ma mère travaillait dans une imprimerie, elle n'était pas petite, elle travaillait dans l'imprimerie. Elle m'a dit, écoute, si tu n'aimes pas l'école, tu vas faire un apprentissage. Tu auras un CAP, et avec un CAP, tu pourras monter une boîte, et moi, je piquerai les clients de mon patron, et on travaillera ensemble et tout. Je lui dis, ouais, pourquoi pas. C'est là que je me levais à 4h30 ou 5h du matin pour aller à Saint-Chamond, et je me gelais sur le scooter, et je n'ai pas voulu faire ça. Je ne lisais pas. Et je suis arrivé avec le composteur, les casses, la petite pince à épiler pour mettre les lettres. C'est vrai qu'il faut être précis, parce qu'on a des... les gens font plus ça maintenant, mais pour faire des interlignes, on avait des bouts de plomb comme ça, et on mettait 2, 3, 4 bouts de plomb selon qu'on voulait espacer les lignes. Et j'ai commencé à lire des menus, j'ai commencé à lire les programmes des Beaux-Arts de Saint-Étienne, ils sont très réputés. Je commençais à lire les programmes et à m'intéresser à ce qui se passait, puisque je le lisais, je l'avais sous les yeux en permanence. Et j'ai eu une fiancée à l'époque qui voulait être institutrice et qui lisait beaucoup. Et elle m'a donné Mémoire d'un âne, je crois. Tu te rends compte le message, l'atrocité de ce message, saleté que tu es, va. Mais je l'ai lu. Et puis après, très rapidement, j'ai découvert, grâce justement aux Beaux-Arts et au fait de rencontrer des gens qui allaient aux Beaux-Arts, je suis allé aux Beaux-Arts de Saint-Étienne en communication. Je suis allé vraiment candidat libre, clandestin, genre, mais ils ne pouvaient pas me refuser en fait, parce que j'étais gentil. Et cette fiancée-là a commencé à me faire lire, en me disant, il n'y a rien de pire que d'être ignorant des choses et d'en parler quand même. Donc, lis. Et j'ai commencé à lire, j'ai découvert Charlie Hebdo, j'ai découvert Cavana, qui était pour moi une lecture entre guillemets facile, c'était de l'écriture parlée. Et Cavana m'inspire encore. Je dis pas de bêtises, ça a été ton beau-père. Oui. Non, c'est Choron qui était mon beau-père. Choron, Cavana, c'était mon papa de substitution. Oui, mais enfin, même équipe, même esprit. Il y a des histoires très belles avec Cavana. Mon papa avait une moustache blanche et des cheveux blancs. Et à la mort de Choron, ils se connaissaient, évidemment, on faisait partie de la famille. Enfin, ils connaissaient Cavana. Et je les ai vus tous les deux parler. Dans un coin, ils étaient. Et moi, j'étais avec la dernière compagne de Cavana, Virginie. Et on les regardait tous les deux. Ils se ressemblent un peu, non? Je dis, ah ouais, quand même, ouais. Et je me suis approché. Je me suis aperçu qu'il parlait italien. Et Cavana, il pratiquait moins l'italien. Mais il parlait rital avec mon père. À un moment, je dis, mais de quoi vous parlez? Et comme si je les avais sortis d'un truc, quoi. Cavana m'a lancé un regard, il y a une espèce de yeux bleus, comme ça. Il m'a regardé, et je suis retourné vers la petite Virginie. Et je lui ai dit, putain, c'est beau ça, ce moment, il est beau. Et on en a reparlé des années après, à la Sorbonne, où il y avait un hommage à Cavana, où j'ai lu un texte, « Glorification du con », un magnifique texte qu'il a écrit.
Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ces 2 cheveux blancs et ces 2 moustaches me manquaient. Ces 2 personnes qui me manquaient énormément. Et Cavana, mon père m'a donné la colère d'écrire. Et Cavana m'a donné la possibilité de le faire. Parce que j'avais l'impression que c'était pas si compliqué que ça. Quand je lisais Rousseau, quand je commençais à lire des philosophes, le Proudhon, Bakounine, Stirner, je comprenais rien. Heureusement qu'il y avait les révolutionnaires espagnols, il y avait des vieux espagnols à ça, ils me disaient non, c'est pas comme ça veut dire ça. Les communistes, c'est des salauds, les socialistes, c'est des salauds, il n'y a que les anarchistes qui sont bien. Là, tu nages, tu comprends rien. Mais ton cerveau se met à bouillonner. Et comme il bouillonne, il va lire. Il va lire des classiques, il va lire Chateaubriand, il va lire des choses simples, quoi, Hugo. Et Céline. Lire Céline, je me suis dit, mais ça existe. Le voyage, c'est un truc incroyable. Je dis, ça existe, ça. Et donc, moi, je peux écrire. Et quand j'ai essayé d'écrire, je me suis dit, oups, n'essaye pas. Il y a Flaubert dedans, il y a Céline, il y a Cavana, il y a tous ces gens dans l'écriture. Et toi, tu penses que tu peux avoir un livre rangé au milieu de tout ça. Et je ne me suis pas donné le droit de faire ça. Mais en tout cas, je trouve merveilleux cette idée que tout est parti d'une certaine manière, d'une expérience d'un gamin de 15 ans qui travaille dans une imprimerie comme typographe. Bah oui. Et que le goût de la lecture et celui de l'écriture ont transité par ça et par ce métier que personnellement je trouve absolument extraordinaire. L'odeur. Ouais. L'odeur d'une imprimerie, l'odeur de l'encre et le doigt dégueulasse ici. Oui. Parce que tu tiens le composteur comme ça et tu mets les trucs et que ce doigt-là, tu pousses le truc comme ça, tu pousses les lettres, tu les tasses et à la fin, tu as du plomb. Et alors si tu fais ça, tu as du saturnisme et tu meurs. Et puis les sons dans une... Les sons. La Hofmi. Il y avait une machine qui s'appelait la Hofmi. Il y avait la Offset et la Hofmi. Moi, j'étais sur une Hofmi. Je mettais mon truc comme ça. Et tu poussais une barre. Ça se mettait en route. Et ça, tu avais 2 aiguilles comme ça qui tournaient. Chon, chon. Et à chaque fois, ça faisait clac, clac. Et ça imprimait feuille par feuille. C'est un truc de fou. Ma mère a laissé un doigt là-dedans. En essayant de récupérer une feuille. Elle s'est fait prendre le doigt dedans. Oh là là. Ah ouais, bah ça va, elle touchait 50 francs par mois. Ça allait. Oh, ça va, 50 balles. Il faut qu'on arrête de parler de typographie et d'imprimerie parce que ce sont mes chevaux de bataille, j'adore ça, donc on n'en finirait pas. C'est le seul métier que j'ai appris. Hein. Et puis, il faut quand même qu'on arrive au terme de cet entretien. Et alors là, on va finir avec une question bizarre, c'est que je suis allé sur Internet, je suis allé sur Wikipédia. C'est toujours intéressant de voir une biographie de quelqu'un qu'on va rencontrer et qu'on aime bien sur Wikipédia. Et alors là, j'ai été un peu sidéré. J'ai été un peu sidéré et je me suis dit, mais cette introduction de la notice Wikipédia, c'est pas possible que ce soit vrai. C'est forcément lui qui a écrit ça comme il aurait écrit les aventures de Morillo. Donc, fils unique d'un maçon italien et d'une papetière, il est engagé. Jusque-là, tout va bien. Comme apprenti typographe dans une imprimerie en 73. Cagné. Il y découvre la CGT et les auteurs anarchistes. Oui. Tout va bien. Et par insouciance et facilité, il devient vendeur de hashish de 16 à 17 ans. Mais quand le trafic passe à l'héroïne, il s'enfuit dans la Drôme où il devient, tenez-vous bien, chevrier fromager. Oui. Non mais c'est pas possible. Si. Alors si... on va faire plus long. Non, je peux pas raconter ma vie parce que en fait, j'en ai eu plein. J'ai eu plein de vies. J'ai fait 2 ans d'apprentissage. Puis, pendant l'apprentissage, j'ai rencontré quelqu'un qui rentrait d'Allemagne parce qu'il avait été, je sais pas quoi, militaire ou je sais pas quoi. Il rentrait d'Allemagne, il revenait travailler dans l'imprimerie. Et il vient me voir, il me dit, t'as des réseaux? Parce que j'avais les cheveux jusque-là. Moi, je travaillais en chemise blanche avec des gants. Hein. Je voulais pas me salir. Il a dû identifier un fumeur de hache. J'ai dit, mais moi, je fumais pas de hashish. Je fume toujours pas, d'ailleurs. Et il me dit, t'as pas de réseau? Je dis, ben non. Il me dit, parce que j'ai perdu les miens. Ça fait 1 an et demi. Enfin, il me dit ça avec l'accent stéphanois, quand même. Hein, pas tout à fait avec l'accent. Et il recrée un réseau et il me demande de venir l'aider à couper les pins de hache. On a des trucs qui font 1 kilo. Et on prend un couteau, on le trempe dans l'eau froide. Je dis, dans l'eau chaude, pardon. Je dis, si vous voulez faire ça. Et vous coupez par barrette de 10 grammes. Et puis, on met dans le papier alu, on vend les barrettes de 10 grammes. Et ça me posait, mais vraiment aucun problème. Et je gagnais plus d'argent qu'en étant apprenti.
Et surtout, les gens qui venaient, c'était des jeunes étudiantes, des jeunes étudiants qui venaient acheter leur petite barrette pour la semaine, faire la fête et tout ça. Moi, j'y voyais aucun mal. Alors, je sais que c'est illégal, bon, voilà, mais je n'y voyais aucun mal. Et on profitait même un peu de la situation parfois. Et un jour, lui, il a voulu aller plus loin. Il est arrivé de la coke, puis un jour est arrivé l'héroïne, et là, il n'y avait plus. C'était fini, les petites étudiantes qui venaient chercher une petite barrette pour passer la soirée. C'était des mecs dans des Mercedes qui venaient, quoi, qui étaient enfouraillés. Je dis, je veux pas aller là, moi. Et le réseau est tombé. Et un jour, je suis arrivé, il y avait les flics devant, je suis pas rentré, ils m'ont pas dénoncé, et je me suis barré parce que je voulais plus rester à Saint-Étienne. Je suis parti. C'était à l'époque le retour à la terre. On parlait beaucoup de ça. J'avais aussi regardé ça avant, et je me suis barré dans la Drôme et je suis devenu chevrier, fromager, et on a gagné le concours du meilleur picodon Drôme-Ardèche, avec Monsieur Tron. S'il regarde ça, il s'appelait Monsieur Tron, la personne chez qui j'étais. On gardait, on avait 80 chèvres, des sanelles. On en avait 80. Et on a gagné un concours de picodon. Et je sais faire le picodon, parce qu'il y a un secret pour le picodon que je ne vous donnerai pas. Ah, c'est très frustrant. Ah oui, mais je te le donnerai en dehors de ça. Oui, merci. Donc, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez écrire des romans noirs, des polars, eh bien, soyez apprenti typographe, élevez des chèvres, fabriquez des fromages, évitez l'étape héroïne et même hashish, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est le secret pour devenir un auteur à succès comme Bruno Gaccio. Vivez. Merci infiniment. Merci à vous.